Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. On continue, sans procrastination, semaine après semaine. Moi je prends plaisir à vous retrouver, à enregistrer des épisodes, à contacter des invités et puis à découvrir toujours un petit peu plus sur ce sport qui nous rassemble et qui nous unit, à savoir la course à pied, mais à côté de mes pompes c'est également des aventures qui vont au-delà de la course à pied. On l'a vu avec des cyclistes ultra distance, des swim runners, clin d'œil à Jérém et Hermano. Donc moi je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi de printemps avec ces belles couleurs, ce changement d'horaire. Là durant le week-end on va pouvoir profiter un petit peu plus longuement donc de nos soirées. Je pense que je vais ranger la frontale et les équipements d'hiver. C'est une période que j'apprécie. Franchement, le printemps, entre des températures qui ne sont pas encore trop élevées et puis des séances matinales, ces séances fantômes qui vont revenir de façon beaucoup plus importante, même si je cours en hiver, ça ne me dérange pas de me lever tôt le matin, c'est quand même un petit peu plus facile lorsque le printemps arrive. Alors, j'espère que vous êtes en forme, que vos objectifs pour certains se rapprochent très très fortement, mais sur les derniers week-ends, j'ai vu passer de nombreuses compétitions, de nombreuses courses. On se sent quand même un petit peu plus libéré. Les mesures barrières, les mesures sanitaires, même si on sait que c'est encore dans certains endroits un petit peu tendu, on va vers un retour à la normale pour notre pratique sportive. Donc ça fait plaisir. Alors, je vous souhaite de passer de très belles courses sur les week-ends à venir et puis de le partager. Venez taguer le podcast à côté de mes pompes sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de relayer vos différentes stories, vos différentes publications. Ça fait partie de toute façon de la communauté que je souhaite créer autour du podcast, à savoir des personnes qui partagent le même état d'esprit que moi, la même envie, la même passion. On se ressemble tous. Une fois qu'on a mis un short et des baskets en avant pour pratiquer ce sport qui nous fait du bien. Alors, aujourd'hui, dans ce 91e épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir un jeune entrepreneur en la personne de Simon Tissier qui, du haut de ses 20 ans, donc on a à peu près, il a la moitié de mon âge, tout simplement. Simon a créé il y a 3 ans donc une entreprise, une société qui s'appelle Ibex Outdoor, qui est une agence athlétique. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette agence athlétique ? À travers ce projet qu'il mène donc en parallèle d'études universitaires, Simon accompagne des structures pour mettre en place des événements sportifs, mais également donc une partie brand content. Donc il propose à des marques d'assurer la promotion de leurs produits et sur les réseaux avec une stratégie digitale de les mettre en lumière. Et puis dernier aspect, il propose donc de l'entraînement, donc pour des personnes qui souhaitent en outdoor être accompagnées par un coach. C'est dans un domaine de compétences qu'il maîtrise et il fait appel à donc des spécialistes pour encadrer ces athlètes. Alors moi je vous laisse en compagnie de ce jeune entrepreneur de talent, à savoir Simon Tissier, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Simon, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors j'ai intitulé cet épisode Entrepreneur parce que au-delà d'être un sportif, tu es également un entrepreneur, mais très très jeune entrepreneur. On a à peu près 20 ans en termes de différence d'âge. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps, puis on abordera ensuite tes différents champs de compétences. Salut Sébastien, merci pour ton invitation déjà et belle recherche pour le nom de l'épisode. Donc pour me présenter brièvement, Simon Tissier, 20 ans, je fais du trail, je suis en études encore, en STAPS en management du sport à Clermont-Ferrand et j'ai fondé il y a 3 ans l'entreprise Ibex Outdoor. Donc si on remonte il y a 3 ans, tu as créé une société à l'âge de 17 ans. C'est pas commun. Alors, pas une société exactement. C'était sous le régime micro, mais c'était quand même dans cette perspective au final d'aller sur une société à plus long terme. Donc c'est à 18 ans et 3-4 mois que j'ai eu cette idée. Et puis c'était le début d'une sacrée histoire que j'imaginais pas mener peut-être aussi loin et à si grande échelle du moins. Avant d'aborder
cet aspect entrepreneuriat et Ibex, qui est l'entreprise que tu diriges aujourd'hui, on va revenir sur l'origine de ta pratique sportive et le pourquoi de ces études en STAPS aujourd'hui. Alors, moi, je fais du trail. Donc, je fais du trail depuis 4-5 ans. Donc, j'ai commencé quand j'étais en première, en fait. Avant, j'ai fait beaucoup de hand. Où sur la dernière année, j'ai terminé en centre de formation, donc à Saint-Flour. J'avais plus trop envie. Je me sentais plus autant impliqué dans un projet collectif sportif. Et on courait déjà un petit peu pour la prépa en trail. Et puis, je me suis mis progressivement à courir toujours un petit peu plus de mon côté. Et puis jusqu'au jour où j'ai fait ma première ascension au flanc du Cantal. Donc là où je vis dans le Cantal, c'est le sommet culminant. Et puis là, j'ai le virus. Le virus, comme pour beaucoup, j'ai vraiment adoré. Derrière, j'ai commencé à faire des petites courses locales, faire des petites balades à droite à gauche, découvrir de nouveaux sentiers, de nouveaux sommets. Et puis jusqu'au jour où j'ai commencé à m'entraîner de manière un petit peu plus soutenue, et on en arrive aujourd'hui où je suis entraîné par Fabien Demure, donc ancien membre. Maintenant, ça fait peur et du mal à dire, mais à charge de revanche, je pense. Par Fabien Demure, donc ça se passe très très bien, et aujourd'hui je cours sur des formats cette année qui vont aller jusqu'au marathon en trail. Donc voilà, toujours avec cette même envie du début. Avec l'envie de découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux sommets, des nouvelles personnes aussi, parce que l'état d'esprit est quand même dingue dans le trail, et je m'y reconnais énormément. C'est aussi ce qui a fait que je m'y suis mis et que j'ai vraiment accroché au début. Donc voilà. Quelles seraient les valeurs justement dans le trail qui t'ont poussé à poursuivre dans cette activité en délaissant un sport collectif? Tu disais, tu te retrouvais plus forcément dans une équipe finalement. Alors, je sais pas, ça arrive en même temps que un peu la fin de mon adolescence, donc je pense qu'il y a eu des synergies aussi. J'avais plus envie de me retrouver tout seul, d'être en fait dépendant de ma performance tout seul. J'étais un peu frustré quand je jouais au hand de pas pouvoir être acteur pleinement du résultat résultat final. Donc c'est parti un petit peu de là, et aujourd'hui, si je dois pointer des valeurs qui me sont chères et qui vraiment sont des piliers dans ma pratique, je dirais le partage, le respect de soi, des autres, de l'environnement, la passion commune qu'il y a autour de ça. Et puis voilà, c'est un tout qui fait que l'état d'esprit autour de ce sport est juste incroyable. Quelle a été ta plus belle rencontre jusqu'à présent avec les sentiers, avec les sommets, avec les courses sur ces 4-5 dernières années où tu as pratiqué le trail? Est-ce qu'il y a déjà un petit moment sympa que tu voudrais nous partager? Un moment de course où tu te dis, voilà, j'ai bien fait de délaisser les parquets et le hand, même si c'est un sport qui, au niveau national, est quand même très populaire, avec les différentes épopées des équipes de France. Là, en trail, un petit souvenir marquant pour toi? Alors c'est pas forcément une rencontre, parce que des belles rencontres, il y en a eu, j'ai pas assez de doigts pour les citer. C'est plus un moment qui m'a marqué, qui m'a en fait montré que les valeurs qu'on avait en France au niveau de la pratique, ça s'arrêtait pas en fait aux frontières, et que c'était la même chose dans les autres pays. C'était pendant l'Ultra Sanabria, donc c'était un marathon en 3 jours en fait, et sur un des derniers jours d'épreuve, donc en fin de course, un début d'hypo stratosphérique dans la dernière montée. Et en fait, je regarde en espagnol, j'y fais Amigo, tú tienes a comer. Et dans un espagnol déplorable, il comprend. On a partagé une pâte de fruits à la volée. Et du coup, voilà, c'était un chouette moment. Et ça m'a montré que, en fait, on est tous pareils. Et enfin, après, on a été boire un coup ensemble. Enfin, c'était génial, quoi. Et au final, c'est un micro moment, mais qui reste gravé, et qui au final montre à quel point, même si c'est un sport individuel, on est quand même tous ensemble. Et même si on fait tous la course l'un contre l'autre, s'il y a un mec dans la merde, dit vulgairement, on s'aide tous, quoi. Alors naturellement, c'est venu ces études en STAPS. Il n'y avait pas d'autre alternative. À la sortie du lycée, tu étais déjà tourné vers ce monde du sport. Tu avais des ambitions d'entraînement, de coaching, de management, comme tu les mènes aujourd'hui. Ou est-ce que tu as eu peut-être d'autres projets avant de te consacrer au sport? Alors moi, je suis issu d'un bac scientifique, plutôt bas de tableau.
c'est-à-dire un bac à la volée, pas forcément premier de la classe, loin de là, justement sur ces périodes du lycée. Donc en fait, à la suite du lycée, justement, ça m'avait un petit peu dégoûté des études, de vraiment trimer pour peu de résultats au final. J'arrivais pas à m'épanouir dans ce que je faisais. Donc c'est pour ça que j'avais fait le choix en fait de rentrer au Krebs de Vichy, donc en sport-études, pour faire un BPGEPS, activité pour tous, en 1 an. Donc c'était une formation hyper diplômante qui me permettait en fait de bosser comme je voulais à N+1 du bac. Donc c'était la voie royale pour moi. Donc c'est durant en fait cette même année que j'ai fondé Ibex. Le Covid a fait que ça s'est pas passé comme prévu. Donc en fait, c'était peut-être pas trop le moment de se plonger dans le monde du travail, et qu'au final dans les études on était bien. Et du coup, comme j'ai fondé en fait Ibex sur la même période, je commençais vraiment à prendre goût à manager, à avoir une vision autour du marketing. Et du coup, s'est présenté à moi l'option STAPS en management du sport, où je suis rentré en janvier 2021. Donc j'ai fait ma première année de STAPS en 6 mois, donc c'était peut-être plus sport que l'entraînement pour le coup. Et puis maintenant, donc je suis en licence 2 en management du sport, où je m'épanouis pleinement, donc c'est assez complémentaire avec mes projets transversaux. Alors ces projets transversaux, tu les as mûris. Comment ils sont venus justement? On repose le contexte. Simon, à peine sorti donc de l'adolescence, le bac en poche, une année donc de BPGEPS, tu fondes une entreprise Ibex. Comment c'est venu et en quoi consiste justement cette société? Alors Ibex, à la base, c'est venu octobre 2019, donc quelques mois après mon bac, et pendant que j'étais en BPGEPS au Krebs. Donc il nous était demandé, pour valider certains de nos UC, donc des unités d'apprentissage en gros, de faire des stages d'encadrement. Et dans ces stages, il y avait de l'encadrement en pleine nature et à la fois aussi en renforcement musculaire, sport santé, tout ce genre de choses. Et dans les textes, nulle part était écrit que il n'y avait pas le droit de monter sa propre structure et d'exercer, d'être son propre tuteur d'une manière générale. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis déclaré en auto-entrepreneur le 19 octobre 2019. Et de là, en fait, le premier objectif, c'était de faire bénéficier sur de la remise en forme via les sports de nature. Donc c'était VTT, trail, course à pied, aussi un peu de renforcement musculaire, parce qu'on était quand même sur de la remise en forme, ça pouvait être de la perte de poids, ce genre de choses. Et l'idée aussi principale était d'organiser des petits séjours sportifs qui n'ont jamais abouti, mais c'était quand même le projet de base. Donc voilà, c'était faire bénéficier aux gens d'un sport de pleine nature dans une visée de remise en forme ou de santé ou de bien-être de manière générale. Et ce sport santé, aujourd'hui, en post-Covid, il prend tout son sens. On nous le dit, hein, il faut bouger, il faut faire du sport. Est-ce que ça te conforte dans cette volonté d'avoir mis en place une structure comme celle-ci? Ouais, ça me conforte dans un point où, en plus, le trail connaît un essor vraiment important, de même manière que les sports de nature de manière générale. Ça me conforte dans le sens que les gens ont quand même cette envie de bouger, de prendre soin d'eux, de bien-être, mais comparé à quelques années, ça va pas juste être aller à la salle de sport ou ce genre de choses. Et les gens qui arrivent dans les sports de nature, dans cette dimension-là, on pourrait penser que ça va un peu dénaturer la communauté, tout ce genre de choses. En fait, pas vraiment, parce que on retrouve quand même le même type de personnes qui pratiquent. Donc ça me conforte. Cette communauté de passionnés autour des sports outdoor grandit. Et d'un point de vue personnel, je trouve ça génial parce que ça ouvre le champ des possibles. Et d'un point de vue professionnel, c'est une aubaine, c'est sûr. Alors, Ibex, ça vient d'où? Outdoor, on comprend, c'est tous les sports d'extérieur, mais Ibex, tu as des origines ibériques ou est-ce qu'il n'y a aucun lien? Aucun lien, c'est venu le moment de la création d'entreprise. Donc l'anecdote est pas folle. Je voulais un nom qui sonne bien, 2 syllabes, ça passait bien. Ça c'est parti d'une ouverture de Google Traduction et rentrer des mots-clés en rapport avec la montagne. Ça aurait pu être Fox, Outdoor ou n'importe quoi. C'est tombé sur Ibex par rapport à bouquetin en anglais. Donc voilà, si des Anglais font le lien, ça veut dire bouquetin extérieur, ça veut rien dire. Mais pour nos Frenchies, c'est assez cool. Alors, dans
la description de Ibex, si on va sur le site internet ou sur les différents réseaux, il est écrit agence athlétique avec différents champs de compétences, à la fois l'événementiel, l'entraînement et le brand content. Pourquoi avoir appelé Ibex agence athlétique? C'est un mot que, on le disait en off, je ne connaissais pas. Comment tu le définirais et comment tu peux présenter les différents aspects de cette entreprise dont tu es le fondateur? Yes, alors ouais, c'est un peu notre slogan introducteur, donc IBEX, agence athlétique spécialisée dans le monde de l'outdoor. Donc si on prend un peu mot par mot les termes de cette phrase, déjà le terme d'agence pour moi reflète une polyvalence de compétences, de connaissances. Ce mot athlétique fait référence pour moi au monde du sport, à la rigueur que ce dernier demande, à la qualité que on se doit d'exercer dans le sport, mais aussi à tout l'état d'esprit qu'il y a autour. Et c'est aussi des valeurs en interne qu'on a fort. Tous nos employés nos employés entre guillemets, tous nos collaborateurs plutôt sont des sportifs, sont tous passionnés de sport outdoor ou d'autres sports d'ailleurs. On se limite pas qu'à des sportifs outdoor. Mais oui, voilà, ce terme d'athlétique, c'était pour faire référence au sport outdoor, les exigences de ce dernier, et après, la fin de la phrase, donc spécialisé dans le monde de l'outdoor, c'est-à-dire qu'on est amené via un panel de compétences divers à intervenir dans plusieurs domaines de compétences. Donc, comme tu le disais, soit l'événementiel, soit l'entraînement, soit le brand content, à chaque fois avec des professionnels qui ont été formés ou du moins qui ont des compétences, des connaissances dans ce milieu. Donc tu mets en relation ou c'est des personnes qui travaillent vraiment avec toi? Comment se passe finalement pour de l'événementiel? Tu vas faire appel à des photographes, à des speakers, à des personnes qui vont être là pour t'accompagner dans une organisation d'événements, de courses. Comment ça se mène? Ouais, c'est ça. En gros, on parle plus de collaborateurs. Aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens d'avoir des employés sous forme de contrat vraiment strict. Donc voilà, c'est réunir des passionnés avant tout et surtout des personnes compétentes dans des milieux divers, parce que je peux pas tout gérer, c'est compliqué de tout gérer, soit parce que faute de temps et peut-être aussi un peu faute d'expérience. Il y a des choses qu'il faut admettre à un moment que déléguer, c'est aussi s'assurer d'un gage de qualité. Donc voilà, ça se passe comme ça se fait avec des collaborateurs avec qui, par exemple, si je prends pour le cas de la photo, je travaille énormément avec Justin Galland sur la partie brand content, qui est un gros plus, qui lui aussi est un jeune entrepreneur, on a monté notre entreprise la même année et on a les mêmes valeurs en commun. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens qui travaillent avec moi sur l'événementiel ou autre d'ailleurs, mais qui ont cette même vision, ce même état d'esprit par rapport à ce qu'on veut au produit et au projet final. Quelles seraient finalement les valeurs que tu portes et qui sont finalement primordiales pour toi, en dehors du côté outdoor? Qu'est-ce que tu veux justement porter et mettre en avant? Je pense avant tout le respect de soi, le bien-être de soi, des autres aussi, de l'environnement dans lequel on évolue. Donc ça, c'est une manière plus intrinsèque, donc aux personnes avec qui, donc que ça soit nos clients ou les collaborateurs. L'idée, c'est qu'il y ait quand même, si je prends le cas de l'équipe Ibex, aujourd'hui, on est 8 à travailler de manière quasi, hebdomadaire. On travaille tous ensemble. C'est vraiment, on est là pour bosser, mais faut que ça se fasse de manière hyper fluide, faut que ça soit trop bien. Si ça se vanne dans l'équipe, c'est quand même, c'est bon signe, c'est que comme on dit, le groupe vit bien. L'idée, c'est voilà d'avoir une équipe de passionnés aussi en tant que client, mais aussi et surtout pour les collaborateurs. Une manière plus extrinsèque, je dirais, c'est même pas des valeurs, c'est des principes, ça devrait être c'est même des normes chez nous, c'est le respect de l'environnement et de tout ce qui va autour. Être jeune entrepreneur, c'est une chose, mais mener de front une carrière donc universitaire avec derrière une activité de sportif, parce que tu es trailer également. Comment tu fais pour faire rentrer ces trois agendas dans des journées qui ne font que 24 heures? La vie d'entrepreneur est pas une vie de tout repos. Si je fais référence à des
des jeunes entrepreneurs qui sont déjà passés par le podcast, que ce soit Guillaume et Romain de Runmotion, François et Alex de Nolio. Les journées sont relativement longues et ça laisse peu de place pour faire autre chose. Là, toi, tu greffes en plus cette formation donc universitaire qui peut-être te permet de solutionner quelques problèmes au niveau de l'entreprise, parce que tu le disais, on n'est pas expert dans tous les domaines et c'est un moyen peut-être à l'université de proposer des exemples concrets à travers ce que tu vis avec Ibex. Ouais, comme tu le disais, les journées font que 24 heures. À mon goût, c'est un peu court. À mon goût, c'est un peu court pour réussir à tout caler. Je dirais que c'est en fait c'est surtout beaucoup d'organisation. Donc au début, ça part tout le temps dans tous les sens. Quand j'étais au Krebs, j'étais vraiment dans une démarche de performance au niveau sportif aussi. Donc le projet pro, au final, c'était pas le projet majoritaire. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Donc déjà, je suis dans un contexte universitaire, donc c'est différent du Krebs, c'est sûr. Donc on a ces 3 projets sportifs, professionnels, mais aussi scolaires. Je serais incapable de sortir une journée type. Ça n'existe pas. Je suis impossible aussi de te sortir des horaires fixes. Ça peut être variable. Il y a des jours je peux finir à 15 heures, il y a des jours je peux finir à 22. Mais ouais, c'est surtout, je pense, beaucoup d'organisation, de passion, je pense, dans les 3 domaines. Même si, voilà, aujourd'hui, c'est priorité, et ça le sera toujours priorité au scolaire. Priorité au scolaire parce que comme je réponds en fait aux personnes qui me disent mais pourquoi t'es encore à l'école, l'entreprise elle fonctionne, qu'est-ce que tu fais là? Je dis mais on sait pas de quoi demain est fait, tout peut planter du jour au lendemain pour X raisons. Faut quand même s'assurer un avenir avec les diplômes, même si c'est bête à dire, mais ce que j'ai appris en entrepreneuriat de manière autodidacte me permettent de combler dans énormément de cours que j'ai à la fac, même s'il y a encore énormément de théorique et qu'au final moi j'ai plus la pratique que la théorie, donc ça vient compléter mes compétences par des connaissances, donc c'est un grand plus. Donc voilà, et pour après via la fac aussi il y a un organisme qui s'appelle le Clermont-Auvergne Pépites qui permet de lier le projet entrepreneurial avec le projet universitaire. Donc en fait j'ai le statut de SNEE, donc statut national d'étudiant entrepreneur, qui me permet d'avoir un accompagnement aussi dès que j'ai besoin par des professionnels en management ou en gestion, des cours en plus. Sinon c'est trop simple si on peut pas rajouter des choses par-dessus. Donc ouais, des fois on a des cours le soir, ça va de 18h à 19h30 admettons, mais ça c'est à la demande ou au besoin par rapport à un programme qui est déjà proposé. Donc ça permet quand même aussi de par exemple substituer mon stage universitaire. C'est bête à dire, mais j'ai la chance en fait dans mes études sup de jamais avoir eu de patron, d'avoir toujours pu faire mes stages dans mon entreprise, donc ça c'est top. Et par exemple en L2 on parle de 100 heures, en L3 on parle de 250 heures. Je me dis que si c'est des heures que je devais faire en plus ailleurs, ça serait clairement injouable, donc c'est un gros plus. Et puis après, maintenant le projet sportif, j'ai toujours envie d'essayer de performer un petit peu, à mon niveau bien sûr, à mon échelle, de manière moins soutenue bien sûr qu'avant, c'est aussi un choix. Parce qu'aujourd'hui, se dire je me mets à 100% dans un projet trail, c'est compliqué. On sait que derrière, les perspectives d'avenir, encore en termes de professionnalisation, sont compliquées. Donc voilà, aujourd'hui, je pratique encore le trail du meilleur niveau que je puisse, en faisant au mieux, en composant avec le projet entrepreneurial et scolaire derrière. Donc c'est s'entraîner quand on a du temps, et enfin surtout aussi quand on a l'énergie nécessaire. Parce que aujourd'hui aller faire une séance quand on traîne une fatigue de fond, c'est pas mieux, c'est un coup à se blesser, à se dégoûter encore plus. Donc voilà, je vois plus le trail comme un loisir avec le petit mot performance derrière, parce que j'essaye de suivre quand même une démarche assez soutenue. Mais voilà, les ambitions sportives sont moins grandes qu'il y a 1 ou 2 ans. À contrario, les ambitions scolaires et professionnelles ont pris le relais. À quoi tu penses quand tu es en train de courir? Est-ce que tu arrives quand même à poser un petit peu le cerveau et te concentrer vraiment sur l'entraînement, sur la course, ou est-ce que ça cogite en permanence et l'entrepreneur que tu es a toujours peut-être une idée qui va venir et tu dis là je m'arrête, faut que je note, j'ai pensé à quelque chose et ça pourrait être sympa pour développer encore l'entreprise, ou est-ce que tu arrives quand même à avoir des moments off? Je dirais que ça a été un gros problème au début, où vraiment
je me fixais pas de cadre vraiment, comme je me disais pas, bah, là, si j'étais dans une entreprise normale, bah, quand je sors du bureau à 18h, je sors du bureau à 18h, quoi. Donc c'est vrai qu'en plus, bah, il y avait le confinement juste après, donc j'ai bossé vraiment comme un dingue. Avec le sport, donc c'est vrai que ça reste quand même un assez bon échappatoire. J'essaye de le partager au maximum, notamment surtout sur les petits footings ou les sorties tranquillou, parce que là, c'est vrai que quand je suis tout seul, c'est un peu l'orgie dans ma tête, entre guillemets, où ça part dans tous les sens, on repense à des choses qu'on a vues en amont, ou à des choses qu'on va mettre après, hein, en place. Ouais, il y a énormément d'idées qui fusent, et bien sûr, c'est quand on est en footing ou sur des petits entraînements tranquilles où ça ne demande pas une grosse concentration et que on peut mettre en mode automatique le pilote. Ouais, les idées, ça part dans tous les sens. Après, j'essaye quand même maintenant de me fixer un cadre. Le boulot, c'est le boulot. Quand je suis en temps perso, je suis en temps perso, même si, bah, bien sûr, s'il y a des messages qui arrivent qui sont importants, je vais les traiter. Mais maintenant, j'ai plus de facilité à remettre au lendemain, par exemple, une réponse de message qui arrive à 21h qu'il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, quoi. Donc il y a le droit à cette déconnexion digitale pour Ouais. te préserver aussi. Enfin, parce que de tout gérer avec, tu l'évoquais, hein, des cours supplémentaires, même si tu bénéficies d'aménagement, on frôle parfois peut-être le burn-out au vu de toutes les sollicitations ou toutes Ouais, les actions que tu as à mener en tant qu'entrepreneur, en plus de ce statut d'étudiant. carrément d'accord. Le mot de burn-out peut faire peur, mais je pense il est pas à prendre à la légère. Euh, Avec du recul, je me dis que j'ai déjà dû en prendre un en pleine face. Avec du recul, je me dis ça. J'avais eu la chance d'être accompagné donc par Anne Fourier, qui est préparatrice mentale et coach en entreprise pour Happy Perf, donc qui est aussi à son compte, qui m'accompagnait de base sur le projet sportif, qui aujourd'hui c'est un petit peu tout décliné. Et c'est un accompagnement plus général, donc c'est quelqu'un avec qui de base on collaborait ensemble et qui aujourd'hui est quelqu'un de très proche et qui m'a aidé en fait à quantifier un peu ces périodes où justement oula, bah, faut lever le pied. Faut lever le pied parce que là il y a trop de choses. La charge mentale est trop grande. Si je continue comme ça, je vais exploser et ça va tout planter et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Donc aujourd'hui, j'ai plus de facilité en fait à me dire waouh, là ça fait beaucoup. On va prendre le temps, on va aller se reposer un peu. Demain, je regarde pas le boulot, je prends du temps pour moi et comme ça, je rattaquerai plein fer, comme on dit dans le Cantal. Et je rattaquerai vraiment voilà à fond. Je serai surmotivé. Ça va pas me dégoûter du truc non plus. Et puis même pour ma santé perso, c'est le mieux. Alors justement par rapport à cette ces sollicitations que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur, par rapport au système scolaire. En France, toi, tu as choisi directement d'aller te confronter au monde de l'entreprise en créant ta propre structure. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que c'était la bonne solution ou on peut parfois être en France face à des blocages administratifs, face à des difficultés. On dit bah non, mais vous avez pas l'âge, vous êtes pas suffisamment diplômé. Est-ce que ça tu l'as vécu, tu l'as rencontré dans d'autres pays comme aux États-Unis ou au Canada? Peut-être c'est beaucoup plus simple de monter sa structure quand on est jeune adolescent avec plein d'idées. Quel est ton point de vue sur ça? Moi, je suis moi-même enseignant, je vois le milieu scolaire où on dit bah voilà, il faut des diplômes, il faut présenter des titres pour pouvoir exercer telle ou telle activité. Est-ce que ça t'a posé toi des difficultés avec seulement, tu le disais, hein, ce baccalauréat en poche et ce BPGEPS? Alors si on prend d'une manière d'un point de vue administratif pur, monter son entreprise, j'ai rien trouvé de plus simple. J'ai rien trouvé de plus simple parce qu'aujourd'hui il suffit d'aller sur internet. Et en fait, bah, en 5 minutes, en gros, on a monté son auto-entreprise, même si encore à petite échelle, c'est quand même une entreprise, on a un SIRET. Euh, Après, je trouve que en France, quand on veut se mettre dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué parce qu'on a un peu trop d'informations, mais à la fois aucune. C'est-à-dire que bah, pour créer son entreprise, on a toutes les infos. Sur la gestion derrière, il n'y a pas grand-chose. On est un peu lancé dans la jungle comme ça d'un coup. Donc, si on n'est pas trop rétroactif, qu'on s'intéresse pas un peu à tout, c'est très compliqué. Je pense qu'on peut faire des grosses erreurs qui peuvent nous coûter cher
financièrement parlant aussi, hein, parce qu'il y a des erreurs qui peuvent être commises, qui peuvent être réprimandées fortement derrière, je pense. Je pense qu'on manque un petit peu d'accompagnement. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans une phase de rupture. Moi, je vois genre, quand j'ai commencé, le problème principal, c'était pas tant au niveau administratif, fixer le cadre de l'entreprise, c'était plus en fait au niveau de la crédibilité. Quand on va se présenter auprès d'une marque ou d'un client ou autre, et qu'on dit ben voilà, je porte ce projet. Ah ok, mais en fait, quand on a 18 ans, on arrive, mais on est un gamin. À 20, on est encore un gamin d'ailleurs aussi. Mais l'expérience fait qu'on on a plus de prétention à aller voir telle ou telle personne. Je dirais que c'est la crédibilité en fait qui manquait au début. Je prétendais à proposer quelque chose que je n'avais encore jamais mis en place. Il fallait rassurer les clients ou entre guillemets les investisseurs, les gens qui pouvaient investir dans le projet, en les rassurant avec des éléments que je n'avais pas. Donc il fallait réussir à les convaincre qu'ils aient confiance au projet. Donc ça a été ça au début sur la première année et demie qui a été compliquée. Après avec le bouche à oreille, là ça y est, ça commence à bien fonctionner. Donc on n'a plus trop ce problème. Puis entre guillemets, je commence à faire mes preuves. Hein. On a vu ce qui a été fait par le passé. On voit ce qui arrive aussi pour la suite. Donc c'est des gages de crédibilité hyper forts. Rien que si on va sur le site d'Ibex, on se rend compte, ok, on n'est pas sur un petit WordPress ou un blog fait à l'arrache. Il y a vraiment de la recherche derrière, il y a du travail. Donc ça c'était aussi des choses que moi je compterais en fait ma crédibilité par une qualité de travail qui était parfois supérieure. C'est-à-dire qu'un devis, quand j'envoyais un devis, c'était un book de pourquoi ça vaut tant, pourquoi est-ce qu'on va faire ça, quels sont les intérêts pour votre structure, machin. Donc c'est aussi comme ça que j'ai réussi à entre guillemets me sortir du lot et à faire en sorte que les gens aient confiance en moi et au projet que je leur proposais à chaque fois. Donc ouais, je dirais qu'aujourd'hui le problème principal quand on entreprend jeune, c'est d'être crédible vis-à-vis de ce qu'on propose. Est-ce que tu te rappelles de ton premier client, la première personne qui t'a sollicité ou que tu as été démarché pour une prestation ou un devis? Ouais, je m'en souviens. En même temps en fait que j'étais au Krebs, donc je vais me faire mentir sur une chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si en fait j'ai déjà eu une structure autre qu'Ibex en tant que stagiaire. Donc c'était l'office municipal de la jeunesse et des sports donc de Saint-Flour dans le Cantal qui me prenait en stage pour que je puisse aussi terminer les autres UC. Et en fait, eux, ça a été mes premiers clients et c'est encore des clients aujourd'hui. Dès lors que j'avais monté ma structure et que j'étais plus en stage et qui me commandaient entre guillemets des encadrements d'activités de pleine nature et qui eux m'ont ouvert aussi un accès à un réseau sur le territoire cantalien qui a été grand. J'ai pu aussi découvrir grâce à eux tout le fonctionnement du modèle associatif qui aujourd'hui c'est un gros plus parce que c'est les structures avec lesquelles je travaille beaucoup. Ça peut être des centres de loisirs ou ce genre de choses. Donc voilà, oui. C'est un premier client, mais c'était plus des partenaires qu'autre chose et ils m'ont appris énormément. Alors, si tu devais ressortir un point ultra positif de ces années d'entrepreneuriat et puis un autre qui serait peut-être la gamelle ou l'erreur à ne pas reproduire et que tu ne referais pas, ce serait quoi? Le point que je reproduirais pas, c'est la précipitation. Ça, c'est sûr. Parce qu'au début, ça part dans tous les sens. On a 1000 idées à la seconde, on veut tout faire d'un coup. Donc on fait des trucs qui sont pas censés, qui ont aucun rapport avec les fondements de l'entreprise. Si je devais ressortir un point positif, je dirais que c'est la qualité des travaux qui ont toujours été rendus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était, à mon sens, hyper qualitatif, ou du moins je faisais mon maximum à chaque fois avec les qualités, les compétences et les connaissances que j'avais. Donc ouais, je dirais la précipitation et la qualité. Alors ça va un peu à l'encontre. Tu disais j'ai eu un bac scientifique un petit peu à la volée, mais derrière il y a quand même cette rigueur, le travail rendu ou les prestations que tu proposes sont de qualité, ce qui aujourd'hui te permet d'aller solliciter des marchés, des personnes, des marques et des contrats. Comment elle est venue cette rigueur? C'est le fait d'être dans un élément qui te porte, qui t'intéresse. Tu dis là, voilà, je sais où je vais, je sais ce que je vaux et il faut que je rende quelque chose de très carré. Ouais, alors ça, je pense que c'est peut-être le seul atout que je garde de positif de ces années en enseignement scientifique. C'est-à-dire que ça avait beau être faux, c'était toujours très beau. C'était toujours très beau, c'était toujours très propre, même si c'était faux. Et puis,
même si on est encore qu'au lycée, la qualité de travail qu'on attendait en S, fallait toujours que ça soit précis, méticuleux, rigoureux. Et c'est les choses que j'ai gardées. Et je suis un peu de nature et j'ai été élevé dans un cadre un petit peu aussi entre guillemets maniaque, de manière tout est carré. Donc je pense que ouais, c'est l'enseignement scientifique que j'ai eu plus peut-être le cadre familial avec des parents qui sont quand même assez carrés dans ce qu'ils font. Donc ouais, je pense que ça y a énormément joué. Alors tes parents, justement, qu'est-ce qu'ils pensent de Simon, le jeune entrepreneur qui vit sous leur toit ou qui vivait sous leur toit et qui aujourd'hui prend son envol complètement? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils ont eu des craintes, des doutes? Ouais, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours laissé faire comme je le pressentais. On a eu une maman qui était vraiment toujours à fond, sans trop avoir de peur, qui ne comprenait pas forcément tout ce qui se faisait, comment ça se faisait, mais qui a vraiment toujours été là, qui a toujours cru. À contrario, on a eu un papa avec un peu plus de crainte, de crainte de voir son enfant échouer, je pense, dans un contexte qui était chaud avec le Covid. C'était pas le moment peut-être propice à l'entrepreneuriat. Donc plus de crainte jusqu'à ce qu'il y ait eu des résultats concrets en fait, et qui aujourd'hui en fait ça se passe très bien. J'ai mes deux parents qui sont à fond derrière moi, qui me soutiennent, donc c'est un vrai plus, c'est sûr. Alors, étant moi-même auto-entrepreneur en marge d'une activité d'enseignement, j'ai cette difficulté, tu vois, à déléguer. Tu disais tout à l'heure, j'ai réussi à m'entourer de collaborateurs performants, de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Comment tu les as choisis? Parce que moi, je n'ai jamais osé ouvrir un petit peu mon auto-entreprise à d'autres personnes, de peur justement que la qualité de ce que je peux proposer comme activité dans la formation et dans l'enseignement ne soit pas au niveau. Comment tu as procédé du haut de ta jeune expérience, hein? C'est quand même louable. Je dirais que ça se fait de manière quand même assez naturelle. Aujourd'hui, avec toutes les personnes avec qui je bosse de manière vraiment régulière, voire quotidiennement même, c'est des gens où on a la même vision des choses. On a la même passion pour notre activité, pour notre boulot aussi. Ça s'est vraiment fait naturellement. Je peux te citer quelques exemples. Par exemple, avec Justin Galland, avec qui je collabore sur la filière Brand Content. Pour te recontextualiser notre rencontre, lui il venait de monter son entreprise. Moi j'étais donc ça tournait aussi de mon côté. Un échange sur Instagram. 3 heures plus tard, on planifiait sa venue chez moi pour qu'on aille en montagne faire des images et tout. Et derrière, ça a été, je pense, une de mes meilleures rencontres pour l'entrepreneuriat, pour le coup, si je devais en citer une. Et après, si je reprends l'exemple dernièrement de l'arrivée de Thomas Laure Blanchet dans la filière, là c'était un peu différent parce que c'est Thomas qui souhaitait porter un projet au sein d'Ibex. Là, ça s'est aussi super bien passé. On est tous les deux passionnés par ce qu'on fait. Au niveau boulot et professionnel, on a la même vision des choses, donc ça facilite beaucoup. Après, cette manière de déléguer, ça a été fait, moi, un constat de me dire, ok, là, c'est trop pour moi. Ça, je peux pas le faire, ou je n'aime pas le faire aussi. Je n'aime pas forcément le faire. Je suis pas assez compétent. Si je le fais faire par quelqu'un d'autre, ça sera forcément mieux que si c'est moi qui le faisais. Et comme je te le disais, comme après, je bosse tout le temps avec des gens en qui j'ai confiance, où le dialogue se passe super bien, on est tout le temps sur la même longueur d'onde, ça se fait de manière hyper naturelle en fait. Et j'ai jamais eu de soucis sur des gros projets à collaborer de cette manière-là, quoi. Alors, on a parlé justement de l'événementiel, donc organisation d'événements, de courses. Le brand content, ça correspond à quoi? Si tu devais l'expliquer, qui est le deuxième champ d'activité d'Ibex. On va voir le troisième juste après. Alors, le brand content, ça peut être divisé en deux parties, je dirais. Donc, une création de contenu pur. Donc, aller sur les spots avec les clients, faire photos, vidéos. Et une deuxième partie, communication digitale. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule ce contenu pour que ça soit pertinent par rapport au projet de la boîte, à la temporalité aussi. Donc voilà, de manière très très simple et caricaturale, le brand content, ça se résume entre guillemets à ces deux parties. Et donc, on est toujours sur des activités d'extérieur. Donc, toujours. Tu vas peut-être solliciter des marques qui proposent des équipements pour les trailers. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes ou quelques exemples de produits sans citer forcément les marques?
Yes, carrément. Avec un partenaire avec qui on travaille encore quotidiennement, donc où on a eu l'occasion d'ailleurs de travailler sur les deux points. Donc c'est Top 4 Running, qui est un revendeur de produits de running en France, donc en trail, athlétisme et course pure. Où de base, ils me suivaient sur le plan sportif d'ailleurs. C'est assez marrant. C'était d'abord des sponsors, puis de fil en aiguille, ça aboutit sur un shooting dans les Dolomites en Italie, où là on avait pour projet de shooter des images pour Nike, Salomon, Adidas, Altra, et aussi des productions vidéo. Et derrière, en fait, ces premiers échanges-là ont abouti sur la gestion complète des réseaux France, donc de Top 4 Running. Et aujourd'hui, le contenu qu'on a créé nous il y a presque un an, au final c'était au mois d'août dernier, on le réutilise au quotidien et on s'en sert pour bosser, quoi. Donc c'est un accompagnement, un travail de fond. Et là, tu ne fais pas tout. Tu justement délègues à certaines personnes compétentes ou plus appétentes sur ce contenu marketing digital, ces différentes publications, ces différents posts. Là, par exemple, sur la communication digitale de Top 4 Running, donc c'est moi qui gère encore. Je travaille en collaboration directe avec le manager France, avec qui ça se passe vraiment très bien. On est sur la même longueur d'onde, donc c'est encore des choses entre guillemets expérimentales chez Ibex. On n'a pas une grosse communication dessus. On n'en fait pas notre axe prioritaire de développement. Donc c'est aussi pour ça que c'est moi qui gère. Ça nous permet de faire les gammes et de moi construire une vision de cet aspect comme je le conçois pour les projets à venir. Donc bien sûr, j'espère qu'il y en aura. Après, sur la partie création de contenu, là c'est Justin qui gère totalement et qui décide entre guillemets ce qui est le plus pertinent à proposer. Alors, dernier champ donc de cette agence athlétique que tu as créée, Simon, donc qui s'appelle donc Ibex Outdoor, la partie entraînement. Donc là, en quoi ça consiste? Quels sont vos champs disciplinaires? Quelles sont les personnes qui vous contactent et que vous êtes amenés justement à accompagner dans l'entraînement? Alors cette filière entraînement qui, sur cette année 2022, représente notre axe de développement prioritaire, je dirais, et qui a connu un grand boom finalement en ce début d'année. Pour revenir à ta question, nos champs de compétences, ça va être une individualisation de l'entraînement. Donc via l'application Nolio, en fait, on paramètre l'entraînement d'une personne en fonction de ses dispos, de ses envies, de ses objectifs, de ses capacités aussi, parce que dans le terme de l'individualisation, c'est je m'adapte 100% à toi, donc ça va de même pour les temps de travail, les séances proposées. Et puis un second point, donc là, qui sont des plans d'entraînement préconçus que nous on conçoit en amont, par exemple pour un événement type, où ça peut être préparer son premier trail de 15 km, de 30 km ou autre, où là on supervise pas forcément, donc c'est un one shot en gros. Les personnes achètent plusieurs mois de séances d'entraînement qui peuvent retrouver directement sur Nolio aussi, et puis ils composent avec ça. Et ensuite, pour revenir aux clients qu'on a sur cette filière, sur les plans individuels, les suivis individuels, ça va être des personnes comme toi et moi typiquement, qui veulent s'investir peut-être un petit peu plus dans leur pratique ou apporter un cadre à leur entraînement. Donc là, on les accompagne là-dedans. Donc ça peut être sur une période indéterminée ou pour un objectif fixe. Et après, sur les plans d'entraînement, ça peut être la même chose aussi, ou alors ça peut commencer à intéresser des marques ou des événements pour qu'on puisse contextualiser l'entraînement avec leurs produits ou leur événement type. Donc de faire le lien, par exemple, entre une course qui va se dérouler dans 6 mois et proposer, peut-être avec l'inscription, avec le dossard, un plan d'entraînement qui va retomber sur ces plateformes d'entraînement type Nolio, c'est ça? Yes, tout à fait. Et alors, en termes de coûts, parce que il y a quand même une rémunération à transmettre à la personne qui va organiser et encadrer justement ces sportifs. Ça coûte combien si on veut se rapprocher d'Ibex pour être entraîné, accompagné dans sa pratique? Est-ce que c'est que pour le trail ou est-ce que quelqu'un qui fait des courses sur route, du VTT, quelle que soit l'activité, à partir du moment où c'est de l'extérieur, vous êtes en mesure d'intervenir? Voilà, en gros, c'est ça. Donc ça peut être sur du trail, du VTT, du cyclisme sur route, la course à pied pure, du triathlon, du raid multisport, de la course d'orientation, c'est un peu plus compliqué parce que là, du coup, faut être un peu plus en présentiel. Donc ouais, c'est sur les sports outdoor de manière générale. Pour la question de ça coûte combien, ça coûte
entre 45 € et 110 €. Donc pourquoi une déclinaison? On a souhaité faire une déclinaison en fonction du nombre de séances et des services proposés. C'est-à-dire qu'on a 3 offres principales qui s'étendent de 45 à 65 €, où là, les déclinaisons se font en fonction du nombre de séances, donc de 2 à 5 et plus par semaine. On a souhaité faire cette déclinaison pour pas que, par exemple, une personne qui souhaite s'entraîner 2 fois par semaine paye autant qu'une personne qui s'entraîne 7 fois par semaine, et à contrario, qu'une personne qui s'entraîne 6-7 fois par semaine paye pas autant qu'une personne qui s'entraîne que 2-3. Au moins, il y a une marge d'égalité entre les clients et du service proposé. Et après, on a 2 offres un petit peu plus au standing, dans le sens où on a une offre premium en fait à 85 €, où là on a bien sûr les échanges autour des séances via la messagerie Nolio, bien sûr, s'il y a des questions. Mais en plus, on prend le temps de faire une visio dans le mois, où là on vient vraiment détailler les séances, discuter autour du projet sportif, prendre un peu, prendre la température un petit peu de comment se passe la relation, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu veux un petit peu plus, comment tu te sens dans ton entraînement. Donc là, on va vraiment être sur de l'individualisation hyper spécifique. Et enfin, on a une dernière offre donc à 110 €. Donc là, c'est une offre qu'on appelle entre guillemets élite, où là, il y a tous les points qu'on a vus précédemment, sauf qu'il y a 2 visios. Et en plus, il y a un accompagnement dans la communication. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir 3 filières. Donc notamment une dans la communication digitale, c'est-à-dire que si on a un athlète de haut niveau qui se présente aujourd'hui dans notre groupe, on est aussi à même de la former en communication et de l'accompagner dans ce domaine. Alors c'est assez intéressant parce que tu balayes finalement l'ensemble des pratiquants, qu'ils soient novices ou sportifs élites, hein, comme tu les appelles. Est-ce que l'apport d'un Thomas Laure-Blanchet justement dans l'agence Ibex est un plus en termes de visibilité, au-delà de son passé de sportif, mais son expérience peut-être de l'entraînement, de kiné, d'ostéopathe? Est-ce que aussi, via cette agence athlétique, tu peux orienter peut-être des athlètes qui sont de la région vers les mains de Thomas? Ouais, c'est un énorme plus. Donc déjà en termes de connaissances spécifiques à l'entraînement, de compétences dans ce milieu-là, mais je dirais que ça c'est l'aspect mineur de l'arrivée de Thomas. Certes, en termes de visibilité, c'est aussi un grand plus, mais là où je dirais, à mon sens, où ça a été le plus important, c'est en termes de crédibilité. C'est-à-dire que là, depuis le début d'Ibex, on avait une crédibilité qui se construisait uniquement par les actions qu'on avait menées. Mais ça, j'ai envie de dire que le référentiel de qualité est dépendant du client, et que ça peut être bien pour certains, mais nul pour d'autres. Là, l'arrivée de Thomas, ça apporte quand même un gros coup de poing sur la table en termes de crédibilité. Savoir que Thomas, il a déjà un gros passé de sportif, d'entrepreneur également. Et c'est vrai que du coup, d'avoir un Thomas Laure-Blanchet qui rejoint la filière entraînement en tant que responsable, ça pose les bases, on va dire. Ça pose les bases que là, c'est plus entre guillemets le gamin qui fait son petit projet dans sa chambre. Là, on parle d'un vrai truc, d'un vrai projet qui est censé, qui est fondé et qui peut répondre aux attentes de nos clients, quoi. Et au niveau des clients, est-ce qu'ils sont présents dans ta région, plutôt sur la région Auvergne, ou est-ce qu'avec les outils type Nolio, vous avez la possibilité d'accompagner des gens qui sont peut-être bien plus éloignés que les contours du Cantal et de l'Auvergne? Yes. Alors, il y en a pas que de l'Auvergne. Il y en a, bien sûr. Je pense que c'est peut-être 50% des sportifs que l'on a. Aujourd'hui, on en a en Suisse, on en a dans la région lyonnaise, dans la région... on a des Belges. On a des Belges. On en a dans la région parisienne, on en a du côté de Toulouse, on en a à Dubaï d'ailleurs. On en a vraiment partout, c'est ce qui est top. D'avoir des gens de partout et pas uniquement de l'Auvergne, ça permet d'élargir le champ des possibles sur les futurs événements pour les membres du Team Ibex, comme on l'appelle. Alors le côté entraînement, tu gères un petit peu aussi ou tu laisses ça à d'autres collaborateurs? Alors je gère un petit peu encore, parce que j'ai été aussi formé pour ça. Avec le temps, je gère ce que j'ai toujours géré depuis le début, bien sûr, parce que c'est bête à dire, mais à force, quand on suit quelqu'un quotidiennement, c'est pas un client, c'est plus un client à force.
même si on sait qu'il y a des attentes réciproques entre les deux. À la fin, il y a une relation qui se crée, donc c'est aussi nous ce qu'on veut dans cette filière. Donc ouais, j'entraîne encore quelques sportifs, mais avec le temps et la demande, je délègue de plus en plus. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a en plus de Thomas 2 autres entraîneurs qui travaillent avec nous, mais c'est toujours Thomas qui supervise, qui implante le projet sportif et les normes en fait de tout ça. Donc de manière générale, on agit tous dans la continuité de Thomas. Parce que même moi, à mon échelle, si Thomas dit aujourd'hui sur l'entraînement, faut que ça se passe comme ça. Si on est tous les deux d'accord, ça sera comme ça pour tout le monde. Et bien sûr, c'est réfléchi aussi avec les autres entraîneurs. Hein. Nous, si on reprend nos échanges qu'on a entre nous, c'est on travaille ensemble. Il n'y a pas de lui il est responsable, c'est lui qui choisit. Non, ça marche pas comme ça. C'est on vote entre guillemets tous ensemble pour ce qui nous semble le mieux pour tout le monde. Est-ce que tu penses qu'avec toute cette période de Covid, de confinement qu'on a traversé, parfois difficilement pour certains, ce besoin d'accompagnement est encore plus fort aujourd'hui? Il existe des applications, RunMotion fonctionne très bien, Running Addict est également un bon outil. Quelle serait la valeur ajoutée d'une solution Nolio avec un entraîneur qui accompagne finalement les sportifs, même si ça se fait à distance? L'humain, je pense. Avec le Covid, beaucoup étaient dans des clubs ou de manière un peu plus autodidacte. Les clubs ayant fermé, on pouvait pas sortir chez soi. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis encore légitime à faire du trail? Est-ce que je fais encore du trail en période de Covid? Donc après cette période, les gens ont pu retrouver les chemins. Certains n'y sont pas retournés. Plus de motivation ou autre. L'avantage d'un suivi avec Ibex et Nolio, c'est que l'entraîneur, il est tout le temps là. Covid ou pas Covid, l'entraîneur, il sera là. Quand bien même l'entraîneur aura un problème, on est d'autres dans la structure, donc on prend le relais. Donc il y aura toujours quelqu'un pour vous suivre dans votre projet. Et je dirais que comparé à des applications comme RunMotion par exemple, l'humain se détache, c'est-à-dire que s'il y a une question ou un besoin vraiment très spécifique, on est à même d'y répondre. C'est aussi l'avantage d'être dans de l'individualisation assez spécifique. Et par rapport donc à l'ensemble des sportifs que vous accompagnez, qu'est-ce qui ressort de leur retour après quelques semaines, quelques mois d'utilisation? C'est quelque chose qui dépasse finalement, tu le disais, la simple relation client-entreprise. Il y a d'autres choses qui se greffent et qui te font dire que tu as bien fait finalement de te lancer dans cette voie-là. Ouais, carrément. Quand on demande des retours par rapport à leur ressenti dans Ibex, dans le team, ils sont tous assez satisfaits. Même ils sont tous satisfaits. Même faut pas avoir peur de dire quand les choses sont bien. Ils sont tous satisfaits. C'est vrai que nous, en plus justement de cet accompagnement individualisé, de cette présence autour des questions qu'il peut y avoir, de cette rétroaction dès qu'il y a besoin, par exemple sur des changements d'emploi du temps ou autre des personnes. C'est vrai que nous on cultive une culture d'entreprise et aussi une image de marque qui est, on est tous ensemble. C'est aussi le vecteur principal, ça va être le team Ibex pour la filière entraînement, où on promouvoit ça comme une famille de passionnés, une équipe de passionnés, de personnes qui s'engagent dans leur activité et qui ont tous un vecteur commun, c'est leur passion et les valeurs aussi d'Ibex. Et c'est aussi, elles se retrouvent là-dedans. Nos clients se retrouvent dans ces valeurs. Et on aura hâte justement. C'est aussi pour ça qu'on met en place des stages uniquement pour nos athlètes. C'est que on passe de quelque chose de digital à du concret, du matériel. On se rencontre tous. Et j'ai aucun doute que ça se passera très bien parce que toutes les personnes qu'on a, c'est pas tous les mêmes, hein, bien sûr, ça serait caricatural de dire ça, mais tout le monde a quand même, je dirais à 70-80% le même état d'esprit et ça se passe très très bien dans les collaborations et je pense que ça sera de même entre les relations entre sportifs, pardon. Alors tu parles de Team Ibex. On peut voir dans quelques années peut-être une équipe sur les différents trails comme le Team Salomon, le Team Oka. Est-ce que c'est dans les orientations peut-être stratégiques de ton entreprise?
Dire non, dire non, ce serait mentir. Dire oui, on sera peut-être comme un Team Salomon Watts, ça serait mentir aussi parce que c'est pas forcément la prétention que j'ai. Si un team existe, ça sera un team à l'image de l'entreprise, c'est-à-dire que le critère d'entrée sera pas spécialement sur la performance en fait. Ça sera dans la continuité de nos actions, de nos valeurs. Donc bien sûr, il y aura des élites. On en entraîne aujourd'hui, donc pourquoi pas plus tard avoir des élites et des coureurs de haut niveau qui courent sous la houlette d'Ibex, bien sûr. C'est pertinent et c'est ce que j'aimerais aussi avoir. Mais est-ce que je veux un team uniquement d'élite? Pas sûr. Ou Pas peut-être sûr. un club finalement, que les personnes qui viendraient à pratiquer une activité extérieure Ouais, puissent porter un maillot, une tenue et se voilà, dire c'est je ça. m'inscris sous le nom Team Ibex. Ouais, c'est ça. Bon là pour lâcher un petit spoiler pour ce qui est des tenues ou autres, ça arrive parce que on nous le demande aussi. C'est aussi tu vois quand on parlait tout à l'heure de la reconnaissance de nos clients, quand ils nous disent j'aimerais bien porter un t-shirt d'Ibex, j'ai trop hâte de porter les couleurs d'Ibex sur les courses. Ça fait super plaisir aussi parce qu'au final on leur a rien dit et eux sont demandeurs de ça. Donc c'est aussi qu'il y a une certaine fierté de courir avec nous, d'être inscrit dans notre projet. Donc pour revenir à la question du team, oui il y aura. On réfléchit encore sur la mise en forme parce que créer un team pour créer un team ça ne veut rien dire. Est-ce que ça sera uniquement trail? Est-ce que ça sera multisport? On ne sait pas non plus. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça sera à l'image de l'entreprise et de nos valeurs. Alors au niveau des autres orientations, Simon, est-ce que vous faites appel? Alors là, avec l'arrivée de Thomas, on voit qu'il y a un entraîneur, mais également kiné ostéopathe. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de préparateur mental, de peut-être diététicien, nutritionniste? Est-ce que ça fait partie des intervenants, collaborateurs qui pourraient entrer dans la team Ibex, ou est-ce qu'ils sont peut-être déjà présents pour accompagner les sportifs et athlètes que vous accompagnez au quotidien? Yes, toujours dans cette démarche d'englober en fait la pratique sportive de nos clients et donc de nos sportifs. C'est qu'on va pas juste s'arrêter au domaine de l'entraînement. Si je prends un exemple concret, par exemple, on les accompagne aussi dans leur achat d'équipements. On va négocier des partenariats avec des marques ou autres, pour qu'ils aient des équipements à meilleur prix, tout simplement. Par exemple, aussi au niveau de la diététique, on est en phase de rodage. On essaie des choses en ce moment. Donc, on a la chance d'avoir Tiffen qui nous a rejoint dernièrement et qui fait son stage donc de diététique chez nous. Et après, pour le cadre de la préparation mentale, oui, bien sûr, si on a des sportifs qui sont demandeurs de ça, travailler avec Anne, c'est plus que logique, étant donné que moi je sais les bénéfices que ça peut apporter ce genre de collaboration et je souhaite le mettre en avant aussi pour tous et surtout mettre en avant le fait que c'est pas uniquement pour les sportifs élites, c'est pour tout le monde. Et de déployer peut-être des stages outdoor, mais peut-être à destination des entreprises. Une idée auquel je pense. Est-ce que dans la cohésion, tu le disais, dans la préparation mentale, de fédérer peut-être des équipes, est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà peut-être Ouais, réfléchi? totalement, totalement. Aujourd'hui, donc cette année, 2022 va être assez placé sous la filière entraînement où on va axer le développement là-dessus. Fin 2022, début 2023 et l'année 2023 sera placé sur le développement donc B2B qu'on appelle business to business, donc avec les entreprises où là on va avoir un déploiement au niveau des séminaires, mais aussi on aura des conférences et des entraînements, par exemple avec des entreprises qui souhaitent préparer un objectif en commun pour leur équipe. Là on peut les accompagner dans cette démarche. Donc bien sûr aller en collaboration avec des entreprises c'est dans les projets et on va y venir. Donc aujourd'hui, tu disais 8 personnes au quotidien travaillent dans la team Ibex, donc dans cette agence athlétique. Tu as des locaux ou tu es nomade avec ton PC et être mobile? Ou est-ce que tu as peut-être envie d'une structure vraiment établie de locaux pour accueillir clients et collaborateurs? Aujourd'hui, pas de locaux. Pas de locaux. Je suis d'accord sur le fait que avoir des locaux, c'est quand même hyper fédérateur. On se retrouve tous au même endroit. En revanche, avec la plupart des personnes avec qui je collabore, on a aussi des projets à côté. Donc, on a tous des emplois du temps un peu de fou. Imposer les horaires bureau, c'est non. Je préfère que les personnes avec qui je travaille fassent leur emploi du temps comme elles le souhaitent, comme ça leur correspond aussi à eux,
Mais après, j'ai envie de dire, du moment que le travail est fait, qu'ils le fassent le soir dans leur lit ou autre, à partir du moment où eux, ça leur convient, bah moi, j'ai aucun intérêt à leur dire non, vous venez à 9h, vous faites 9h midi et 14h, 18h du lundi au vendredi. Donc non. Donc on est tous un peu en nomade. Donc c'est aussi cette vision startup et freelance que je promouvois. Est-ce que avoir des bureaux plus tard, ça serait intéressant? Avoir une matérialisation de l'entreprise, c'est clair que ça serait incroyable. Aujourd'hui, est-ce que ça serait pertinent, et même demain, est-ce que ça le sera? Savoir qu'on est encore sur des activités uniquement 80% de notre activité, c'est du digital. À voir, mais c'est pas dans les projets. Et si un jour ça a lieu, c'est que ça aurait été réfléchi et de façon assez mûre. Est-ce que cette période compliquée, Covid, confinement, a accéléré ce côté digital? On voit aujourd'hui que des réunions qui étaient impossibles à tenir en présentiel, le sont maintenant en visio. Est-ce que c'est un moyen aussi assez simple de travailler avec les personnes qui vont être situées aux quatre coins de la France? Ouais, carrément. Je pense que ça a été un accélérateur, notamment sur les visios, hein. Aujourd'hui, nous, les réunions qu'on fait physiquement, il y en a quand même très peu. Si c'est les réunions avec les entraîneurs, on se fait un visio en soirée, c'est tranquille, on est tous relâchés, il n'y a pas de stress de cadre ou autre. Tout le monde est chez soi, donc c'est cool aussi. Et après, oui, c'est sûr que ça résout le problème de qui est dispo quand et où. Il n'y a pas besoin de faire 3h30 de train pour aller à une réunion ou ce genre de choses. Donc c'est aussi pratique, et puis au moins ça peut s'organiser. On peut organiser une réunion du jour pour le lendemain, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre, d'avoir des salles, que tout le monde puisse venir. Donc moi personnellement, je trouve qu'on y gagne, et avec l'ensemble de nos collaborateurs, on fonctionne comme ça, quoi. Alors, avant de conclure cet épisode, quels sera, Simon, tes objectifs 2022 à titre perso et en trade? Parce qu'on a parlé beaucoup d'entreprises et des orientations d'Ibex pour 2022, mais à titre perso, vers quoi tu te tournes? Qu'est-ce que tu prépares? Alors, en ce moment, je suis en pleine préparation pour le Tour des Fils, donc sur le 38 km avec 2500 mètres de dénivelé, donc autour de la vallée de Chamonix, donc au mois de juillet. Le mois d'août, après, sera placé plus sur le perso et le boulot. C'est vrai que c'est les saisons où nous, on est en montagne sur les chemins avec des groupes. Donc, il y aura sûrement un projet personnel autour d'une trace dans le Cantal qui reprend tous les sommets culminant à 1700 mètres ou plus. Donc, un projet perso. Et puis après, sûrement une fin de saison autour de l'Ultra Pyrénéo sur le 42 km, donc en Espagne, à la fin de saison. Donc, loisir, mais quand même performance, hein. Tu restes quand même un compétiteur. Ouais. J'ai pas rangé les armes pour autant. Alors, pour finir, sur quel réseau, sur quel support on peut contacter Ibex et te contacter? Je te laisse faire le petit teasing et la promotion d'Ibex. Eh ben, j'ai envie de dire partout. Partout. Donc, à titre perso, sur mes réseaux sociaux, donc Simon Tissier, donc Instagram, Facebook, LinkedIn pour l'aspect un petit peu plus pro. Et puis, pour suivre Ibex, ça se passe pareil sur Facebook, sur Instagram. Donc Ibex Outdoor, et aussi sur LinkedIn, et puis sur notre site internet. Pas hésiter si vous avez des questions ou autres, on y répondra avec grand plaisir. Bon, je remettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir pris du temps dans cet emploi du temps de jeune entrepreneur, mais également donc étudiant à la fac de Staps. Merci Simon pour cet échange. Merci à toi, c'était avec grand plaisir, et puis j'espère avoir répondu au mieux à toutes tes questions. Bon, tu t'en es très très bien sorti en tout cas. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à
laissez une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.